m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008 et je suis aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr et puis également depuis quelques mois membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre français. Donc je vous laisse regarder éventuellement si ça vous intéresse de voir mon petit parcours, de regarder sur mon site où j'explique un petit peu comment je suis devenue business analyst. Également aussi, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Alors, le live d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça va répondre à une question qui m'a été posée par Samuel. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question et notamment des développeurs qui veulent devenir business analyst. Et alors, je vais vous lire exactement son message. Donc il me dit, je viens d'un milieu très technique, l'informatique, où on a l'habitude d'avoir un contact et une communication uniquement avec les autres membres de mon équipe, c'est-à-dire d'autres informaticiens. Or, dans la pratique du métier de business analyst, on sera amené à animer des réunions, à communiquer constamment avec des personnes provenant de milieux différents. Et comme je suis relativement réservée, je voudrais savoir quels sont vos conseils pour aborder ces interactions quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu la question, je me suis dit ouais, il a raison parce que c'est un vrai challenge. Quand on est business analyst, il faut savoir communiquer. En même temps, c'est difficile de donner des conseils à des gens qu'on ne connaît pas. Et puis en plus, on est tous différents. Donc comment je vais tourner mon live? Et finalement, j'ai décidé de le faire en deux parties. Alors, la première partie, ça va être de faire un focus sur les 4 compétences qui permettent d'améliorer ses capacités relationnelles quand on est business analyst. Les 4 compétences, c'est la communication, mais je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire communication, l'empathie, l'intelligence émotionnelle et la notion de confiance. Donc je vais parler de ces 4 compétences-là. Et puis en deuxième partie, je vais vous donner mes conseils pour acquérir ou améliorer ses capacités relationnelles. Alors, je ne suis pas coach en développement personnel, donc je vous donne mes conseils, mais n'hésitez surtout pas à aller approfondir tout ce que je vous dis. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description de cette vidéo des liens vers des articles ou des livres que je vais vous recommander dans ce live. Les 4 compétences pour améliorer ses capacités relationnelles quand on est business analyst. Donc, je vous rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien ce métier, 50% des compétences d'un business analyst sont des compétences inter- et intrapersonnelles. J'en ai déjà parlé lors du Facebook Live du 30 juillet. Donc je vous invite à aller regarder le replay si ce n'est pas encore fait. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces différentes compétences inter- et intrapersonnelles. Et je vais me focaliser sur la notion que mentionnée par Samuel, c'est-à-dire le fait que lui, il a un caractère réservé et qu'il a plutôt un peu peur de ne pas savoir interagir avec des personnes qui ne sont pas issues comme lui du monde technique. Donc là, je vais approfondir un petit peu tout ça et vous allez voir que finalement, les compétences sous-jacentes à cette notion qu'on appelle de communication, en fait, il les a sans doute déjà sans en avoir conscience et sans doute que vous aussi, vous les avez déjà sans forcément mettre le doigt dessus. Alors, première chose à faire, la notion de communication qui est un petit peu une notion fourre-tout. Donc, il faut savoir que le travail, la majeure partie du travail du business analyst, elle tourne autour de l'information. Que le business analyst, il va recueillir, il va analyser, il va retraiter et il va effectivement partager, communiquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Ça veut dire savoir faire passer le message que l'on souhaite faire passer. Et pour ça, il faut savoir être précis, il faut savoir être clair et concis. Donc en fait, quand on parle de communication, on sous-entend surtout être capable de se faire comprendre des autres en étant précis, concis et clair. C'est ça la notion de communication. Alors en tant que développeur, puisque je ne sais pas si Samuel est déjà business analyst, mais en tout cas il a passé un certain nombre d'années en tant que développeur, forcément il a une capacité à être précis, concis et clair, ou alors il code bizarrement et il n'est pas un bon développeur, mais je fais l'hypothèse qu'il est un bon développeur. Voilà, donc pour faire du code, on est obligé de faire des algorithmes, on est obligé de réfléchir à la manière dont on va structurer l'information pour que l'algorithme il marche. Donc cette notion de précision, d'être concis, parce que c'est pareil, si tu fais des usines à gaz en code, à un moment donné, il y a un bug qui surgit quelque part. Donc je pense que cette compétence-là de base, il l'a déjà. Donc être réservé, parce qu'il mélange, c'est pas mélangé, mais en fait il fait un amalgame entre être réservé et savoir communiquer. Être réservé, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas se faire comprendre. Et communiquer, ça ne veut pas non plus dire
être extraverti. C'est deux choses différentes. On peut savoir très bien communiquer, faire passer ses messages sans pour autant être extraverti. Ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, c'est la notion d'empathie. Alors l'empathie, donc déjà pour faire passer ses messages, il faut être capable d'empathie. Alors l'empathie, c'est le fait de comprendre la réalité de l'autre. Et il y a deux sortes d'empathie. Il y a l'empathie intellectuelle et l'empathie émotionnelle. Donc par exemple, quand je vois quelqu'un pleurer, je comprends pourquoi il est triste, mais je ne me sens pas forcément moi-même envahie par la tristesse. Donc c'est plutôt là une compréhension, une empathie intellectuelle. Et l'empathie émotionnelle, eh ben, je me sens triste moi-même. Voilà, je ressens l'émotion de l'autre. Alors pour les gens qui ont peu ou pas d'empathie, et ça arrive, eh ben c'est un peu comme s'ils jouaient à la PlayStation. J'ai pris cet exemple-là. Par exemple, vous jouez à Mario Kart, et puis vous voyez tout le monde autour de vous qui se met à pleurer à chaque fois que Mario il perd une vie dans le circuit. Donc forcément, ces gens-là qui n'ont pas d'empathie, ils ne comprennent pas. Ils voient tout le monde pleurer pour un Mario Kart qui perd sa vie, ils ne comprennent pas, ça leur semble surréaliste. Cependant, ils peuvent, à force de voir la réaction des autres, ils vont associer la réaction de « je pleure parce que je vois Mario Kart qui perd une vie » et puis ils vont associer ces deux faits, ces deux événements entre eux et vont être capables de repérer du coup les émotions des autres. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'empathie ou pas d'empathie, eh bien, l'empathie intellectuelle, elle se travaille, c'est de l'entraînement et on peut développer cette partie de l'empathie intellectuelle. Alors c'est une compétence en fait qui est super importante quand on est business analyst, notamment quand on travaille avec le client ou les interlocuteurs métiers, parce que ça nous permet de recueillir tout ce qui est besoin caché et non exprimé. Tout ce qui est exprimé, entre guillemets, c'est facile. Vous demandez à vos interlocuteurs ce qu'ils souhaitent avoir comme solution ou qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, ils vous les expriment. Mais en fait, une grosse partie du travail de business analyst, toute la partie élucidation, recueil des besoins, ça va vraiment être capable d'aller déterrer tout ce qui est non exprimé ou caché. Donc non exprimé, caché, c'est carrément l'interlocuteur en face de vous, il ne sait même pas qu'il a ce besoin. Et caché, c'est parfois il veut pas l'exprimer non plus pour diverses raisons dont j'ai parlé dans divers articles, dont je ne reviendrai pas dessus. Donc voilà, donc Samuel, je parle à toi, mais aussi à tous les développeurs qui veulent devenir éventuellement business analyst. Si tu n'as aucune empathie, effectivement, ça peut être difficile d'être business analyst parce que je pense que tu ne vas pas t'éclater dans ton travail. Mais dans les autres cas, ça va, tout va bien. Tu peux être réservé, pour autant, tu peux avoir énormément d'empathie. Ça n'est pas du tout lié. Alors, troisième compétence qui est liée à cette notion de communication, et ça va de pair avec la présence, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment un terme qui est assez galvaudé, qu'on voit un petit peu partout. Mais en fait, l'intelligence, c'est quoi? C'est la gestion des émotions. C'est le fait en fait de partir du postulat qu'il est possible de prendre du recul et d'identifier ses propres émotions et puis celles des autres afin de ne plus les subir. Parce qu'en fait, si vous êtes trop empathique, si vous écoutez vos interlocuteurs métiers qui vous expliquent à quel point leur vie est compliquée, que dans leur boulot c'est super dur et que leur chef il les écoute pas et que de toute manière le système informatique actuel c'est de la merde et puis qu'il y a eu 15 consultants qui sont passés et qu'il n'y a jamais rien qui a évolué, si vous êtes trop dans l'empathie, en fait ça peut aussi nuire à votre communication. Parce que vous pourriez surréagir à certaines situations. Vous pourriez aussi surréagir à ce qu'on appelle des contributeurs ou des managers difficiles. Ça aussi, j'ai fait un article sur comment gérer des contributeurs difficiles. Ça peut être... souvent, les contributeurs difficiles, c'est ceux qui soit veulent pas vous donner l'information, soit ils vous donnent trop d'informations parce qu'ils veulent se montrer indispensables à leur équipe ou à leur manager, soit ils remettent tout en cause. À chaque fois que vous proposez quelque chose, ils vont trouver quelque chose à redire. Donc, il y a un certain nombre de relations, on va dire, qu'on peut avoir avec nos contributeurs qui peuvent être très énergivores. Donc, avoir cette capacité d'intelligence émotionnelle, ça permet de prendre ce recul suffisant pour pas, quand on a un contributeur agressif, lui rentrer dedans et être capable de prendre ce recul qui est indispensable au bon recueil d'une information exhaustive et consensuelle. Donc ça, c'est de la compétence intrapersonnelle, contrairement à ce que je vous ai dit juste avant, sur l'empathie et sur la communication, qui sont des compétences interpersonnelles, tournées vers les autres. Et enfin, quatrième compétence importante, quand on veut communiquer, c'est la confiance, pour en fait conseiller et influencer.
Donc je vous ai dit, communiquer, c'est savoir faire passer ces messages. Et pour être en mesure de recommander la meilleure solution possible, il ne faut pas simplement l'exposer de manière factuelle avec des chiffres, etc. Il faut savoir en fait identifier tous les obstacles non exprimés qui pourraient empêcher la validation de cette fameuse meilleure solution par vos managers, votre client ou les utilisateurs ou les contributeurs métiers. Parce que parfois, vous avez étudié le contexte en long, en large, en travers, vous avez collecté tous les besoins et donc vous proposez une solution qui répond vraiment à ce contexte-là le manager ou le donneur d'ordre, la maîtrise d'ouvrage, semble se braquer, ça m'est déjà arrivé pendant la présentation et refuse en bloc. Et là, on ne comprend pas. Tout semble pragmatique, carré, etc. Mais c'est parce qu'effectivement, il y a des choses qui se jouent derrière, qui sont purement émotionnelles. Et donc, il ne suffit pas simplement de faire des belles slides de présentation. Il y a des fois, vous vous rendez vraiment compte, et même ça arrive souvent, il y a des choses émotionnelles qui se passent à l'insu de votre plein gré, si je puis dire. Voilà, donc pour pouvoir avoir ce sens du conseil et une capacité d'influence, il faut avoir cette compréhension des obstacles émotionnels en fait qu'ont vos interlocuteurs. Et une fois que vous avez identifié ces obstacles, alors là aussi c'est du recueil d'informations, ça fait partie des choses que vous allez recueillir. Vous n'allez pas être simplement là pour recueillir des besoins métiers, on va dire très carrés liés on va dire au système d'information. Ça peut être vraiment les besoins personnels des contributeurs. C'est aussi dans la notion de gestion du changement qu'on fait pas mal ce genre de choses, des licitations. Ça peut être aussi un manager, son propre manager lui a dit tu fais ça et lui il n'en a pas du tout envie, donc il va vous mettre des bâtons dans les roues sans que vous compreniez pourquoi. Et ça, vous allez devoir vraiment aller collecter tous ces obstacles non exprimés. Une fois que c'est identifié, il va falloir y réagir de manière appropriée. Et le but, c'est de présenter la solution sous un angle de vue que votre interlocuteur pourra comprendre et avec lequel il pourra s'identifier. Souvent, les managers, ils ont beaucoup de choses à prouver à leur propre hiérarchie. Et peut-être que pour un certain nombre d'entre eux, ce qui est plus important, c'est leur réussite personnelle sur ce projet, plus que la réussite, on va dire, le succès au niveau de l'entreprise. C'est pas à prendre à la légère, ça arrive assez fréquemment. Donc la manière dont vous aurez compris ça vous permettra de présenter la solution de manière à ce que le dirigeant, votre manager, votre donneur d'ordre, il accepte plus facilement vos recommandations, quelles qu'elles soient. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens du conseil et la capacité d'influence. J'en ai parlé plusieurs fois, la capacité d'influence, il y en a qui l'ont de manière innée, intuitive et d'autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne l'ont pas, donc parce que je suis assez bisounours et naïve, donc j'ai dû vraiment travailler cette facette-là de ma personnalité. Et ça passe par quoi? Ça passe par la créativité, donc voilà, il faut s'adapter au contexte, la confiance et la capacité de résolution de problèmes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les notions de créativité et de résolution de problèmes qui ne sont pas directement liées à la question de Samuel, mais bon, ce sont vraiment des compétences quand même fondamentales quand on est business analyst. Je vais plutôt m'attarder sur la notion de confiance, parce que je pense que c'est intéressant de la détailler un petit peu plus. Alors, la confiance, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois la confiance qu'on a en soi, et aussi la confiance donc pour faire face à toutes les situations, et puis aussi la confiance qu'on a envers les autres et la confiance qu'on a aussi en l'avenir. Les autres autour de vous, ils perçoivent très bien si vous leur faites confiance ou alors si vous leur faites pas confiance. C'est le langage non verbal. Si vous leur faites confiance, ils ont le sentiment d'être reconnus, ils ont le sentiment d'avoir de la valeur et ils vont être beaucoup plus réceptifs aux messages que vous allez vouloir leur faire passer. On écoute en fait plus facilement un ami bienveillant que quelqu'un qui s'oppose à nous, qui nous veut du mal. C'est vraiment cette notion-là. Donc, cette confiance-là, c'est vrai qu'il faut la développer, donc confiance en vous, confiance envers les autres, parce que ça va faciliter votre capacité à communiquer vos messages. Mes conseils, comment est-ce qu'on fait, puisque Samuel, lui, il veut des conseils pour améliorer sa capacité relationnelle, comment on fait pour acquérir ces compétences-là ou les améliorer? Donc, encore une fois, la question de Samuel, qui est développeur informatique et qui veut devenir business analyst, c'est comme je suis relativement réservé, je voudrais savoir comment aborder les interactions avec d'autres personnes non développeurs quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, si on reprend les 4 compétences
liées aux compétences de communication et relationnelles que je vous ai nommées juste avant. On va les reprendre une par une et on va voir ensemble comment on peut améliorer tout ça. Alors, première compétence, apprendre à être précis, concis et clair. Donc ça, c'est la notion de communication. Hein. Communication égale transmettre des messages de manière concise, précise et claire. Alors, pour améliorer cette compétence, il y a tout d'abord ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a énormément de techniques de rédaction qui existent, qui s'apprennent. Moi, j'ai regardé ce matin sur le net. Quand vous tapez savoir rédiger, je vous engage à le faire. Vous regarderez, vous verrez qu'il y a des tonnes d'ouvrages et de conseils en ligne. Sachez aussi que de toute manière, ça s'apprend réellement. Ça s'apprend quand on est journaliste, quand on est prof, ceux qui veulent aussi apprendre à être écrivain, etc. Mais ils apprennent toutes ces techniques de rédaction. Donc, c'est pas quelque chose de forcément inné, bien au contraire. Et moi-même, en fait, quand je rédige mes articles pour le blog, alors avant de le faire, j'ai potassé vraiment des tutoriels parce qu'en fait, la lecture d'articles sur une page internet n'est pas la même du tout qu'une lecture d'un livre. On est beaucoup plus en fait absorbé par des notifications de droite à gauche. Le regard, là c'est les neuroscientifiques qui ont observé tout ça. Le regard d'un internaute quand il va lire un contenu, il va être en Z, il va regarder à gauche, ensuite à droite, ensuite en bas, etc. Donc en fait, il y a une manière pour transmettre un message, d'écrire des articles. Je ne sais pas si je le fais super bien, mais en tout cas, j'ai lu, voilà, je me suis aussi formée là-dessus pour comprendre comment transmettre mes messages de la manière la plus appropriée possible. Et je sais que j'ai encore plein de progrès à faire, mais en tout cas, sachez que ça s'apprend. Sachez aussi d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a des métiers, plein de métiers dans le numérique qui se basent sur ces compétences de rédaction, tout ce qui est rédaction web, UX, UI designer, parce que les UX, UI designers avec lesquels travaille le business analyst, il va organiser l'interface graphique par exemple, une application web en fonction de ces critères-là. Community manager également, tous ceux qui animent les réseaux sociaux, etc. Donc tous ces gens-là, ils acquièrent cette compétence. Donc, vous pouvez vous former pour apprendre à être précis, concis, clair. Donc, ça se joue sur quoi? Ça se joue sur la structure du contenu, sur le nombre de mots par phrase, par exemple. En SEO, donc en référencement Google, on nous dit de ne pas dépasser 30 mots par phrase. Voilà. Les moteurs de Google, ils n'aiment pas les phrases trop longues. Alors, c'est assez terrible parce qu'on se fait un petit peu guider par un bot, un robot qui nous dit comment écrire, mais n'empêche que c'est vrai que l'être humain, quand il essaye de comprendre un message, il est fait de telle manière à ce qu'il préfère la concision. Donc, nombre de mots par phrase, découpage en paragraphes aérés, insertion d'éléments visuels, des animations. Quand vous faites des slides, des planches PowerPoint, c'est pas pour rien qu'il y a des animations qui sont proposées, c'est parce que quand vous allez la présenter, si vous mettez d'emblée toute votre slide tout écrit, les gens en général en face de vous, ils vont avoir tendance à tout lire et pas vous écouter. Donc effectivement, les techniques, c'est de faire apparaître paragraphe après paragraphe avec un petit décalage pour pas que, encore une fois, vos interlocuteurs ils commencent à lire avant de vous écouter. Donc tout ça, c'est des techniques de présentation qui ne sont pas du tout anecdotiques parce que vous pouvez avoir encore une fois un contenu très pertinent et si vous ne savez pas faire passer le message, ça aura servi à rien. Il y a aussi les techniques de présentation, de modélisation, l'utilisation aussi très importante de mots non ambigus. On n'est pas à l'Académie française, mais l'utilisation d'une terminologie adaptée et claire et non ambiguë est très importante quand on est business analyst. Et d'ailleurs, dans les spécifications fonctionnelles détaillées, qui sont le livrable de la conception fonctionnelle détaillée dans les projets gérés en V et en cascade, eh bien, il y a un glossaire avec les acronymes et les définitions métiers. C'est pas pour rien, pour éviter toute cette ambiguïté. D'ailleurs, dans la formation, la masterclass que j'ai lancée en mai et pour lesquelles il y a on va dire un groupe d'élèves qui testent un petit peu cette formation, il y a toute une partie sur la conception fonctionnelle et spécification fonctionnelle détaillée dans laquelle j'explique l'importance du glossaire, des règles métiers également. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une formation dédiée juste pour ça, pour ceux qui ne veulent pas la masterclass, mais qui veulent juste apprendre à rédiger des SFD, spécifications fonctionnelles détaillées, claires, précises et non ambiguës. Je ferme la parenthèse. Donc c'est vraiment le fondement de la compétence en communication pour faire passer ces messages à d'autres interlocuteurs, pas seulement, encore une fois, en présentation PowerPoint devant des managers, mais vraiment aussi lorsque vous rédigez vos livrables. Être précis, clair et non ambigu. Ensuite, eh ben oui,
comme Samuel, il est développeur, il y a une chose qu'il connaît qui s'appelle l'algorithmie. L'algorithmie, c'est juste en fait une suite d'instructions qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Voilà, donc le programme est fait d'algorithmes. Quand on apprend l'algorithmie, on apprend notamment qu'il y a 4 grandes familles d'algorithmes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est utiliser ces algorithmes quand on s'exprime permet d'être clair et précis. Alors les algorithmes en question, vous allez voir, c'est du français. C'est par exemple, si telle chose se passe, alors je réagis de telle manière, sinon je réagis d'une autre manière. Il y a après un autre algorithme qui est formulé sous forme de case, de cas. Donc cas numéro 1, je fais ça. Cas numéro 2, je fais telle autre chose. Cas numéro 3, je fais telle autre chose, etc. Donc c'est du bon français, c'est aussi des instructions qu'on met dans les algorithmes. Après, il y a ce qu'on appelle les boucles. Tant que tel événement ou telle situation se passe, alors je réagis comme ça. Et sinon, je réagis et à la fin, je m'arrête. Je fais telle autre chose. Voilà. Donc ça, ce sont des algorithmes. Eh bien, Samuel, utilise ta compétence de développeur et notamment ta compétence en algorithmie pour rédiger, par exemple, des spécifications fonctionnelles détaillées. Moi, c'est ce que je fais honnêtement. Quand j'écris mes SFD, la manière dont je structure de manière précise et claire mes spécifications fonctionnelles détaillées, c'est en utilisant cette structure d'algorithme. C'est parfait pour être compris de l'équipe technique et des utilisateurs métiers qui comprennent très bien ce que c'est un cas, une boucle, tant que les si, alors, sinon. Voilà, c'est compris des deux côtés. Donc, utilise cette compétence. Voilà. Alors, deuxième compétence que tu peux améliorer pour mieux communiquer, c'est donc la notion d'empathie et c'est la notion de comprendre la réalité de l'autre. Alors évidemment, si tu n'as pas du tout d'empathie, c'est un peu compliqué, mais au minimum, tu peux améliorer ton empathie intellectuelle, sachant quand même que l'empathie émotionnelle, le fait de ressentir ce que ressentent les autres, c'est en quelque sorte un raccourci, hein, plutôt que de devoir se faire des nœuds au cerveau, d'étudier l'autre pour comprendre pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Comme on ressent les choses qui émanent de nos interlocuteurs, eh ben, on pose instinctivement les bonnes questions, on va savoir s'arrêter au bon moment. Parce que se baser sur uniquement l'empathie intellectuelle, eh ben, c'est quand même très énergivore. Et après, je me pose la question de l'adéquation avec le métier de business analyst, hein, si on n'a pas un minimum d'empathie émotionnelle. Donc là aussi, en fait, pour poser les bonnes questions, puisque tu perçois cette réalité de l'autre, eh bien, tu peux utiliser des techniques journalistiques et des techniques de sondage en posant plein de questions ouvertes. Donc là, mettons que tu ne saches pas du tout interpréter comment se sent ton interlocuteur et tu as envie de creuser pour recueillir ses besoins non exprimés et que c'est quelqu'un qui ne laisse pas passer ses émotions, donc tu n'arrives pas à savoir ce qu'il pense, tu peux utiliser des techniques de sondage ou journalistique en posant ces fameuses questions ouvertes, c'est-à-dire qui n'ont pas une réponse oui ou non, mais qui demandent un développement. Donc par exemple, toutes les questions pourquoi, comment, est-ce que tu penses que, etc. Toutes ces questions ouvertes en fait permettent aux contributeurs et aux interlocuteurs de s'exprimer et de faire passer à un moment donné leurs émotions qu'ils essayent parfois de ne pas trop montrer. Et puis également, attention, les interactions avec les contributeurs se préparent. Donc comprendre la réalité de l'autre, ça ne veut pas dire être une éponge. Ça veut dire parfois vraiment comprendre le contexte professionnel dans lequel vous allez intervenir, de comprendre de l'organigramme, de savoir qu'il y en a certains contributeurs qui sont là depuis 20 ans et qui n'ont pas bougé de leur bureau, donc ça permet un petit peu de voir la personnalité, de voir qu'il y a peut-être des jeunes qui viennent d'arriver et qui peut-être ont beaucoup de choses à prouver. Donc ça se prépare tant sur le fond que sur la forme. Alors aussi, oui, un point très important, savoir adapter sa communication à ses interlocuteurs est fondamental parce que on se doute bien que communiquer avec un manager, un dirigeant, c'est pas pareil que de communiquer avec un subject matter expert, donc un opérationnel, un contributeur opérationnel. Déjà nous-mêmes, on n'a pas la même attitude parce que
quand on est face à un dirigeant, on est intimidé en général. Enfin, il y a peu de gens qui ne sont pas intimidés devant des dirigeants. C'est cette notion d'autorité qui émane d'eux. Et l'être humain est fait comme ça qu'en général, il voit une hiérarchie, voilà, dans les relations entre les gens. Donc, on doit adapter notre propre communication à un dirigeant. Donc, quand vous allez recueillir des besoins métiers, vous allez être avec des contributeurs avec lesquels vous n'êtes peut-être pas forcément intimidé. Par contre, quand vous allez présenter vos résultats à votre client ou à un dirigeant, vous pouvez vous sentir super intimidé et donc, encore une fois, vous communiquez pas forcément bien. Alors je vous invite, je ne vais pas aller en parler trop parce que j'ai fait un article, j'ai traduit un article d'un dirigeant qui explique justement comment, qui conseille sur la manière de communiquer avec les dirigeants. Lui-même étant dirigeant, et il ne l'était pas avant, il sait très bien où mettre le curseur et comment faire, parce que les dirigeants, c'est des gens très occupés, il faut aller straight to the point, direct, il faut être carré, il faut dire les choses de manière rapide, et les dirigeants, ils ont quand même leur personnalité. Donc ça, c'est la personnalité MBTI aussi, j'ai fait un autre article dessus. Une fois qu'on comprend, il y a des dirigeants qui ont besoin de détails, des dirigeants qui sont dans l'émotion et dans la réaction instinctive, des dirigeants qui auront besoin d'analyser absolument tout intégralement, des dirigeants qui se fient totalement à vous. Et en fait, il faut savoir aussi identifier leur personnalité pour être en mesure de bien communiquer avec eux. Donc cet article, je vous l'ai mis en commentaire, enfin dans la description, il s'appelle « Travailler avec des dirigeants, comment on agit avec les requins sans se faire manger ». J'adore le titre. Il y a 2 parties. Et les conseils sont super intéressants. Après, quand vous allez communiquer avec des contributeurs, là aussi, vous allez avoir affaire à plein de personnalités différentes et je l'ai mentionné tout à l'heure, parfois difficiles. Et là aussi, j'ai un article dans lequel je vous détaille tout ça qui s'appelle « Comment gérer un contributeur difficile » qui peut vous donner pas mal de pistes. Voilà, donc ça c'était cette 2e compétence liée à l'empathie. 3e compétence, comment améliorer son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire réussir à prendre du recul dans une situation à forte charge émotionnelle pour pouvoir ne plus les subir et savoir gérer les émotions des autres. Alors évidemment, c'est pas du tout évident. Il y a plein de bouquins là aussi qui existent sur Internet, beaucoup de techniques. Moi, je vous ai recommandé là 2 ouvrages que j'aime beaucoup. Le premier, il s'appelle Conversation cruciale de Kerry Patterson. Je vous mets aussi en lien dans la description à quel endroit vous le trouvez. Je l'avais mis dans ma rubrique recommandations de lecture, dans la rubrique communication. Alors là, c'est un livre qui est génial parce qu'il explique pourquoi il y a certaines conversations qui dérapent. Tout se passe bien, vous êtes en recueil de besoins ou tout se passe bien et puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, ça part en live, vous ne savez pas pourquoi, ou c'est en atelier de travail. Et en fait, dans ces cas-là, la réaction spontanée qu'on a, c'est notre cerveau reptilien. Donc il y a 3 cerveaux, pour ceux et celles qui connaissent un peu. Cerveau reptilien, c'est le plus ancien, qui est le siège des attitudes, on va dire, comportements de base de l'être vivant, notamment le siège de la peur. Après, il y a le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, qui est plutôt secondaire. Et après, il y a le cortex préfrontal, qui est on va dire la partie du cerveau qui est dans l'analyse et tout ce qui est rationalité. Et bien, quand on est dans des conversations qui dérapent, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, c'est vos réflexes primaires d'hommes des cavernes et de femmes des cavernes qui vont surréagir. Et donc c'est très compliqué parce que dans ce cas-là, le cortex préfrontal, il est désactivé, il est en pause. Et donc, avant d'être dans ce genre de situation de conversation cruciale, comme l'appelle l'auteur, c'est bien de savoir ce qui va les provoquer potentiellement. Et ce qu'on découvre dans le livre qui est passionnant, c'est qu'effectivement, c'est quand vos interlocuteurs se sentent menacés. À un moment donné, il y a quelque chose que vous dites, que vous faites, votre comportement, où ils vont sentir une menace. Ça peut être un truc tout con. Vous proposez une solution qui vous semble pertinente pour le système d'information que vous développez ou un nouveau processus métier. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que la personne en face de vous, elle a failli se faire virer l'année dernière parce que il y a eu telle chose qui s'est passée dans l'équipe, etc. Et cette personne-là, avec son bagage émotionnel, elle va interpréter votre solution comme une menace pour son poste. Et c'est pour ça que c'est important d'éliciter tout ce qui est non exprimé, parce qu'en fait tout ça, ça peut faire planter une proposition pourtant très pertinente.
Donc voilà, ce livre-là, super intéressant, Conversation cruciale. Et puis il y a un autre ouvrage, mais il y en a plusieurs sur le sujet, c'est sur la communication non violente, la manière de s'exprimer pour justement ne pas provoquer, sans s'en rendre compte, on va dire, une réaction négative de l'autre. Et le livre que je vous ai référencé s'appelle Petit cahier d'exercices de communication non violente. Bon, ça se travaille, hein. C'est pas forcément quelque chose d'instinctif pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, je réagis vite, quoi. Voilà, je réagis vite. Et j'ai vraiment dû apprendre à écouter, à ne pas réagir de suite. Ça se travaille, mais franchement, c'est super efficace et très gratifiant parce que finalement, après, on se rend compte à quel point on fait du bon boulot quand on sait avoir cette intelligence émotionnelle. Donc là aussi, je vous mettrai le lien, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. 12h50, mon Dieu. Alors, ouais, j'ai explosé mon délai. On continue. 4e compétence, améliorer la confiance. Ah, c'est compliqué, hein. Alors, la confiance, vous avez vu, c'est en soi et envers les autres. Donc, je ne suis pas coach en développement personnel. Néanmoins, il faut juste que vous vous souveniez de quelque chose. C'est que c'est un triangle, c'est-à-dire je n'ai pas confiance en moi. Ça veut dire que je ne fais pas confiance aux autres. Et ça veut dire que les autres ne vont pas non plus me faire confiance. Quand vous ressentez quelque chose, dites-vous que l'autre le ressent aussi. Si vous dites, je ne sais pas, je suis nulle en ça, je suis nulle en communication, eh bien, ça veut dire que les autres aussi vont penser que vous n'êtes pas bon en communication. C'est le message que vous allez faire passer. Donc, je n'ai pas confiance en moi, je ne fais pas confiance aux autres, les autres ne font pas confiance, c'est un triangle. Et améliorer un de ces sommets de ce triangle relationnel, eh bien ça modifie de manière tous les équilibres et de manière positive forcément puisque vous êtes dans l'amélioration. On ne peut pas forcer les autres à vous faire confiance en leur disant « fais-moi confiance, je te jure », ça ne marche pas comme ça. Donc, et puis de même que vous, si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, c'est difficile de vous dire « allez, arrête, tu te fais un cinéma et confiance ». C'est pas évident. Donc le mieux, c'est d'agir sur votre propre confiance en vous-même. Donc comment il faut faire? Il faut identifier ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous en tant que communicant. Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous savez que vous n'avez pas les compétences professionnelles tout simplement? Vous êtes débutant, business analyse, vous ne maîtrisez pas encore et donc forcément vous avez du mal à parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas confiance en vous parce que vous n'avez pas assez de vocabulaire ou parce qu'il faut parler en anglais, que vous parlez mal anglais. Vous ne savez pas parler en public, vous êtes intimidé face à plus d'un groupe de 5-6 personnes. Voilà. Donc une fois que vous avez identifié ce qui fait que vous pensez que vous n'êtes pas bon communicant, si vous avez des compétences professionnelles, allez-y, allez vous former. Il y a plein, Internet maintenant est une mine inépuisable d'informations, donc allez vous former sur les sujets où vous avez des lacunes. Si c'est une compétence à prendre la parole en public, eh bien, faites du théâtre. Alors, franchement, je ne vous dis pas ça de manière... En fait, je l'ai vécu. Si vous m'aviez connue il y a longtemps, quand j'avais 18 ans, j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti, ultra timide. J'étais terrorisée par le téléphone quand il sonnait. À 18 ans, j'ai pourtant décidé de faire une école de commerce international. C'était absolument pas mon caractère. Et donc c'était extrêmement douloureux de devoir s'exprimer. Donc j'ai fait du théâtre. C'était pas du tout parce que ça m'éclatait, mais c'était pour me forcer à affronter le regard d'autrui. J'ai fait du télémarketing en job d'étudiante pour apprendre à ne plus avoir peur du téléphone. Et quand on affronte ces peurs, réellement, au bout d'un moment, ça nous fait plus rien. De même que là, je fais un live, c'est pas du tout évident pour moi de parler à une caméra. Faut pas croire que c'est un truc facile. Mais au fur et à mesure des lives, eh ben, je prends de l'assurance et c'est plus facile pour moi. Donc la communication, elle peut s'apprendre aussi. Plus vous allez affronter ces peurs-là et plus vous allez voir, ça va être facile. Donc commencez facile, hein, au début, si vous avez du mal à prendre la parole en public, essayez d'être avec un petit groupe de collègues bienveillants ou d'amis bienveillants. Puis progressivement, vous augmentez la difficulté. Voilà, donc agissez sur la confiance en vous. Encore une fois, je ne suis pas coach en développement personnel. Il y a plein de ressources qui existent de partout sur Internet, etc. Mais sachez que vous allez gagner en confiance en vous-même
Donc le regard des autres sur vous va aussi changer par effet miroir. Donc ils vont commencer à avoir plus confiance en vous et en ce que vous dites. Votre message va plus passer parce qu'ils vont vous écouter, c'est naturel. S'ils ont confiance en vous, ils vont vous écouter plus facilement. Et puis quand vous allez voir qu'on vous fait plus facilement confiance, ça va être un cercle vertueux, vous allez prendre confiance encore plus en vous-même et vous allez commencer aussi à faire confiance aux autres puisque la dynamique aura changé et les équilibres auront changé entre vous. Le prochain live, ça sera la question suivante. Qu'est-ce que c'est un consultant test recette? Et puis bien entendu, n'oubliez pas de me poser vos propres questions, soit dans le fil de l'événement, soit par email. Soit par tout ce que vous voulez, j'ai pas mal de canaux de discussion avec vous, que ce soit dans mon blog ou autre, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochains Facebook Live. Voilà, je vous dis au revoir à tout le monde, et puis bon appétit pour ceux qui sont, encore une fois, sur le créneau, le fuseau horaire de la France. Ciao, ciao!